Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette dernière journée de la HR Impact Week. Depuis le début de la semaine, on a organisé chaque jour un webinaire dédié à l'impact RH avec des invités experts de leur sujet. Dans les épisodes précédents de notre série de webinaires, on a notamment parlé lundi de comment est-ce qu'on peut démontrer l'impact RH auprès du top management. On a parlé mardi de transformation IA et du rôle des RH dans ce cadre. Mercredi, transparence salariale. Hier, on a eu un cas pratique avec la méthode Marie Brizard pour créer de l'engagement et notamment en créant un cycle du management de la performance. Et on va, pour ceux qui ont raté tous ces webinaires, ne vous inquiétez pas, ils seront disponibles à partir de lundi en replay. Donc, n'hésitez pas à les regarder si vous les avez manqués et que ces sujets vous intéressent. On publiera tout ça dès lundi. Pour clôturer cette semaine de réflexion et d'intervention sur l'impact RH, on va aborder aujourd'hui un sujet qui est assez essentiel et comme le disait Hugues en début de semaine, qui peut parfois empêcher les DRH de dormir la nuit, à savoir la santé mentale et plus particulièrement son lien avec la montée en puissance de l'IA aujourd'hui dans les organisations. Donc avant de commencer vraiment le webinaire, on va vous inviter à répondre à un sondage afin de laisser le temps à tout le monde de se connecter. Donc, le sujet du sondage, c'est « Selon vous, est-ce que l'IA contribue à améliorer ou à dégrader la santé mentale de vos collaborateurs ?» Je ne sais pas si vous voyez le sondage. C'est lancé, les votes ont commencé. Donc, pendant que vous répondez à ce sondage, je vais introduire un petit peu la conférence d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va se parler de santé mentale. C'est presque une coïncidence, mais aujourd'hui, le saviez-vous, le 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Je pense que nos amis de Mocaker sont parfaitement au courant puisque c'est leur sujet. Donc, c'est une journée qui a été définie par l'OMS, le saviez-vous, pour informer, sensibiliser, mobiliser sur le sujet de la santé mentale. Donc, on est ravis de contribuer un petit peu à notre échelle à la réflexion sur ce sujet aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on se parle santé mentale, une des préoccupations des DRH, et même quand on discute avec des DRH, c'est même parfois la préoccupation numéro 1, avant même l'engagement, la fidélisation des salariés. Et on comprend très bien, puisque la santé mentale, ça va avoir des conséquences sur la performance, l'engagement, sur l'absentéisme. La santé mentale n'est pas un problème qui peut se régler une fois pour toutes, puisqu'elle va dépendre des attentes des collaborateurs et que celles-ci évoluent énormément dans le temps. Et évidemment, le problème aussi de la santé mentale, c'est qu'elle peut conduire parfois à des drames humains si elle n'est pas correctement surveillée et qu'on n'y prête pas suffisamment attention. Et c'est ce qui fait sans doute le plus peur aux DRH dans le cadre de leur poste. Donc, ça nous paraissait hyper important d'aborder ce sujet dans le cadre de la semaine de l'impact RH. Une dernière définition de terme. Aujourd'hui, on va se parler de risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, c'est l'ensemble des facteurs du travail qui vont impacter la santé mentale, qui viennent en général témoigner d'un déséquilibre entre les exigences du travail et les ressources ou capacités des personnes à y faire face, qui sont mises en place par l'organisation. Donc, une fois qu'on a défini le sujet RPS et santé mentale, on va se replacer aujourd'hui dans le contexte de la révolution technologique que l'on vit tous, à savoir la massification de l'usage de l'IA, qui vient transformer les métiers, les organisations, et qui vient sans doute ajouter pas mal de nœuds au cerveau des DRH eux-mêmes pour s'adapter à tout ça. Donc, la question qu'on s'est posée aujourd'hui avec nos invités que je vais vous présenter juste après, c'est comment faire en sorte que l'IA ne vienne pas dégrader la santé mentale, mais au contraire nous aide à maîtriser les risques psychosociaux dans l'organisation. Donc aujourd'hui, je suis très bien entourée pour répondre à cette question. On a invité Pierre Monclos, qui est conférencier spécialiste des RH et de l'IA, et Pierre-Étienne Bidon, qui est fondateur de Mocaker, donc une entreprise pionnière dans l'accompagnement de la santé mentale en entreprise. Donc merci beaucoup à Pierre et Pierre-Étienne de nous accompagner aujourd'hui. On
On va commencer par vous partager un petit constat de départ, et je vais d'ailleurs donner la parole à Pierre-Étienne sur ce sujet, puisque tu accompagnes au quotidien des entreprises sur le sujet de la santé mentale. Ce qu'on observe, c'est qu'on est plutôt dans un contexte déjà d'évolution, d'augmentation des RPS. Comment est-ce que ça se manifeste concrètement, cette tendance, chez les clients que tu peux accompagner? Merci Charlotte, bonjour à tous. Commençons après cette définition par des chiffres pour poser un peu les bases du sujet dont on va parler aujourd'hui. Déjà, la première question qu'on se pose quand on crée Moka il y a un peu plus de 5 ans, c'est quelle est la perception, la vision des Français et des Françaises par rapport au sujet de la santé mentale? Est-ce que c'est encore un sujet tabou ou est-ce qu'au contraire c'est un sujet qui est accepté et dont on parle? On a fait une grande enquête avec l'IFOP et avec le GHU Paris, qui est responsable de l'hôpital Sainte-Anne, notamment, que vous connaissez sûrement, qui est un des leaders européens sur les sujets de santé mentale et de neurosciences, qui démontre justement qu'aujourd'hui, 9 Français sur 10 considèrent la santé mentale comme un enjeu de société et donc arrivent à en parler au quotidien. Là, on est au niveau de la société. Maintenant, deuxième colonne, si jamais on se positionne au niveau de l'entreprise. Pareil, la question qu'on s'était posée, c'est est-ce qu'il y a un tabou dans l'entreprise? Est-ce qu'on arrive encore à en parler et à parler de santé mentale de façon relativement libre? Aujourd'hui, ça va encore plus loin de ça, c'est-à-dire que 86% des salariés attendent des mesures concrètes de leur employeur pour protéger et prévenir leur santé mentale. Donc on voit qu'on est en train de passer d'un monde progressivement dans lequel il y avait une approche très réactive sur la santé mentale, c'est-à-dire ou sur les risques psychosociaux, c'est-à-dire j'ai un problème, je le résous, à une approche qui est de plus en plus préventive et acceptée. Comment je fais au niveau de mon organisation pour mettre en place tout un tas de méthodes organisationnelles, de techniques et d'outils qui permettent de prévenir les risques psychosociaux. Le troisième chiffre qu'on voulait vous partager ici, c'est la façon dont les compétences et les évolutions liées à l'IA vont reformaliser les typologies de compétences qui seront attendues. Donc là, on voit en fait que 31% du personnel devrait être requalifié d'ici 2030. C'est une stat dont on parle beaucoup, l'IA génère beaucoup d'incertitudes et c'est aussi pour ça qu'on voulait le mettre en avant, c'est que comment dans un monde où il y a beaucoup de questionnements sur une technologie qui va extrêmement vite, on peut accompagner les collaborateurs à gérer cette incertitude. Parce que nécessairement, comme pour toute technologie relativement naissante, c'est impossible de prédire exactement ce qui va se passer dans les 5 années qui viennent. Et enfin, la statistique qui est peut-être la plus impressionnante, et celle que vous allez sûrement garder en tête en sortant de cette pièce virtuelle, c'est qu'en 2024, le nombre moyen de jours d'absence pour arrêt maladie est passé à 18 jours par salarié par an. Donc c'est une stat qui est énorme. Bien sûr, on considère l'ensemble des arrêts maladie, ce n'est pas uniquement lié à la santé mentale. Néanmoins, pour 36% des arrêts maladie longue durée, c'est devenu la santé mentale qui est la première cause d'arrêt maladie longue durée. Donc là, vous pouvez faire des calculs relativement rapides dans toutes vos entreprises. Vous prenez votre salaire moyen chargé, vous le divisez par 200-ish jours et vous avez un coût de ces 18 jours que vous pouvez chiffrer de façon relativement précise. Et derrière, vous voyez que ne serait-ce qu'un petit pas, une petite action peut faire une différence massive. Et ce que tu nous disais aussi, c'est que la première cause d'absence pour arrêt maladie, en réalité, c'est souvent la santé mentale. Effectivement, et en fait, c'est à la fois la première cause d'arrêt maladie longue durée, donc étant considéré comme longue durée tous les arrêts qui ont une durée qui sera pris en charge par la prévoyance, notamment. Et un phénomène qu'on voit apparaître récemment, c'est ce qu'on appelle les arrêts maladie perlés. C'est-à-dire, contrairement aux arrêts longue durée, c'est je m'arrête un jour, une semaine, après, 2 semaines après, je me réarrête 2-3 jours, et 3 semaines après, etc. Et donc ça, c'est d'autant plus désorganisant pour l'entreprise qu'il est quasiment impossible de remplacer, notamment dans les métiers du retail. Quand il y a quelqu'un qui n'est pas là, il faut tout de suite trouver un intérim, etc. Donc on est face à une complexité des arrêts liés à la santé mentale qui peuvent être effectivement perlés en plus d'être des arrêts de longue durée. Donc ça, c'est un petit peu le contexte toile de fond sur la santé mentale qu'on observe aujourd'hui. Là, on va s'intéresser à l'impact de l'IA qui vient tout chambouler dans les organisations. Déjà, je vais faire un mini point sur le sondage. En fait, on a une population plutôt d'optimistes dans la salle aujourd'hui. Vous êtes 65% à penser que l'IA va améliorer plus la santé mentale qu'elle ne va la détériorer. Et 35% à dire le contraire.
Est-ce que c'est surprenant? Moi, je suis assez surprise. Je pensais qu'on aurait des personnes un petit peu plus effrayées par l'arrivée de l'IA. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre-Etienne et Pierre? Écoute, juste, je te laisse la main, Pierre, et juste une statistique. Pour moi, c'est pas surprenant dans le sens où, oui, sur la scène médiatique, le sujet de l'incertitude liée à l'intelligence artificielle occupe beaucoup de place. Néanmoins, quand tu regardes des statistiques mondiales, on se rend compte qu'en 2024, le premier cas d'usage pour lesquels les gens utilisent ChatGPT, c'est devenu Therapy and Companionship. Donc vraiment, les gens aujourd'hui utilisent dans toutes les générations ChatGPT comme un psy pour parler de leur thématique émotionnelle. Donc, plutôt, on voit que ça peut être une piste, en tout cas, d'amélioration, d'accès aux soins, de pouvoir bénéficier de conseils concrets un peu au quotidien grâce à l'intelligence artificielle. Je pense que si on refait le même sondage à la fin du webinaire, ce sera peut-être un peu plus équilibré, voire en faveur des impacts néfastes, parce que justement, c'est ça qui fait l'intérêt d'avoir prévu cette thématique, c'est qu'on sous-estime assez facilement les risques. Si on subit l'IA, c'est une super opportunité pour améliorer les conditions de travail, mais si on la subit de manière assez indirecte ou inconsciente, il y a plein de choses qui sont contre-intuitives, où en fait, on va à vouloir préserver de meilleures conditions de travail, sans s'en rendre compte, on aura l'effet inverse de celui escompté, et on risque de dégrader les conditions de travail, surtout avec, j'ai rien en soi contre les cabinets de conseil, mais avec, on en reparlera, beaucoup de méthodologies de cabinets de conseil qui prévoient des évolutions de poste, qui oublient l'enjeu de l'épanouissement au travail et du fait que, comme tu l'as donné dans la définition des RPS, il faut qu'il y ait un bon équilibre entre le travail qu'on nous demande, à la perception du travail qu'on nous demande et la perception qu'on a des ressources pour y faire face. Et pour l'instant, on n'est pas très bien parti. Je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi ce que toi tu observes comme risque de dérive ou d'aggravation de la santé mentale qui sont justement liés à cette massification de l'IA? Ouais. Alors tout est sur la slide et encore, c'est pas exhaustif, mais on va dire, c'est un peu le gros pavé des mauvaises nouvelles si on ne s'empare pas de l'IA de la bonne manière. Le si, il est évidemment très important. Pour commencer avec un exemple extrêmement pratique, puisque le premier impact, pour moi, le plus important, c'est qu'on risque de complexifier le travail avec l'IA. C'est en fait le danger de cette fameuse phrase on va automatiser les tâches à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur celles à forte valeur ajoutée. En fait, mécaniquement, si on fait ça, ça veut dire qu'on complexifie le travail. Si on a un poste, faisons très simple, on imagine un poste RH qui a que 3 missions. Gérer l'admin RH, analyser des données RH et mener des entretiens, recrutement. Si on applique ces fameuses méthodologies qu'on a appliquées dans le passé en tant que RH, que j'ai appliquées moi à l'époque de la transfo digitale, mais qui sont encore prônées aujourd'hui à l'ère de l'IA, on va se dire, première mission, gérer l'admin RH, ça c'est très automatisable, on va demander à l'IA de le faire à notre place. Deuxième mission, analyser des données RH, là c'est une mission qui fait évoluer nos compétences parce qu'on a beaucoup plus de données à analyser, en même temps on a l'aide de l'IA pour les analyser, donc on va demander à l'IA de nous aider, mais on va continuer de le faire. Et mener des entretiens, bon là les compétences sont plutôt préservées parce que, sauf pour les rares entreprises qui choisissent de mettre des avatars pour faire des entretiens de recrutement, mais en France on n'en a pas encore, globalement on continue de miser sur des humains pour mener des entretiens, et l'IA elle vient juste aider un peu pour faire des transcripts, des comptes rendus, et nous éviter de passer du temps derrière l'ordinateur à taper son compte rendu et son transcript. Et en fait quand on fait ça, on enlève les tâches simples qui ont le mérite, oui, elles ont peut-être une faible valeur ajoutée dans notre perception du quotidien, mais elles ont une très forte valeur ajoutée qui font que ce sont des tâches de respiration. C'est des moments où notre cerveau peut un petit peu se reposer dans une semaine de travail. Le cerveau humain ne peut pas faire des tâches complexes pour... Pierre-Etienne, c'est toi le spécialiste, tu vas me dire si mon estimation est bonne, je n'ai pas d'études là-dessus, mais sauf peut-être pour 0,5% de la population, on ne peut pas faire des tâches complexes du lundi matin au vendredi soir. Sinon, on tient au mieux quelques semaines. On a besoin aussi de victoires faciles, parce qu'une victoire facile, ça veut dire qu'on nous donne quelque chose qu'on sait qu'on va savoir faire, et c'est ça qui participe de l'épanouissement au travail et qui fait qu'on est moins stressé. Je pourrais continuer assez longtemps, mais pour être plus illustratif, on va prendre une histoire. Il commence à y avoir pas mal de retours d'expérience sur justement cette méthodologie où on a automatisé les tâches à faible valeur ajoutée, et notamment dans la relation client.
il y a des premières entreprises aux États-Unis qui ont dit, bon, bah, ça y est, maintenant, on a des super chatbots qui vont répondre aux questions simples. Et donc, vous, au service client, vous allez avoir plus de valeur ajoutée puisque vous traiterez des problématiques plus complexes. Ça, c'est la théorie. En pratique, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un cas qui est décrit par Laetitia Vito dans sa newsletter qui pour moi est le plus parlant, bah, c'est que les équipes relations clients qui étaient très contentes qu'on leur dise ça, parce qu'ils en avaient marre de répondre à des questions répétitives, étaient les premiers, quelques semaines après le déploiement de ce chatbot et cette évolution du poste, à dire en fait, non, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière, parce que vous nous avez enlevé les moments qui font plaisir, les tâches de respiration, nos victoires faciles. Et qui c'est qu'on a au téléphone? Soit les gens qui n'ont pas réussi à résoudre la question avec le chatbot IA, qui est devenu plus intelligent que les chatbots d'avant, mais du coup, ce sont des personnes énervées, soit des personnes qui ont des problèmes complexes et on n'est pas sûr de savoir les résoudre. Donc, en termes de charge cognitive et de relations avec des personnes qu'on n'arrive pas à satisfaire facilement, ça ne génère pas beaucoup de bonnes émotions. Et donc, tout le monde a demandé, pas un retour total en arrière, mais de dire, laissez-nous de temps en temps des zones et donc de l'autonomie pour pouvoir prendre des questions simples, parce que c'est ça aussi qui nous permet de nous assurer qu'on sait toujours y répondre et qu'on saura bien contrôler l'IA, parce que si on ne le fait plus pendant 2 ans, bah, peut-être qu'on va oublier les réponses aux questions simples. Ça, c'est pour moi ma manière la plus pédagogique de décrire la pente glissante très forte vers la complexification du travail qui est encouragée par tout le monde avec cette fameuse phrase que je vais répéter et que je déteste, on va automatiser les tâches à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Alors Pierre-Étienne, toi, c'est vrai que ce que tu dis est extrêmement pertinent et nous, ce qu'on observe chez Moka et chez nos clients, c'est 2 points particuliers sur ces automatisations des tâches à faible valeur ajoutée. Le premier, comme tu le disais, c'est le risque sur la charge cognitive. La bonne métaphore qu'on peut prendre, c'est exactement comme si tu es fan d'un sport, prenons la course à pied, et qu'en fait, constamment, du jour au lendemain, tu te mettais à courir à ta vitesse la plus élevée possible, en continu. Bah, il y a un moment, en fait, tu vas craquer, et pour n'importe quel entraînement, tu as besoin aussi de ces tours de piste un peu plus lents, qui sont des... On dirait qu'on a perdu la connexion. Bon, je vais finir sa métaphore. Oui, on a besoin de se reposer. Phase de respiration. Les victoires faciles, en fait, elles sont extrêmement importantes pour justement cet aspect satisfaction du travail. L'effet de je coche ma to-do va avoir une valeur extrêmement motivante et donc générer beaucoup plus de productivité aussi par la suite. À l'inverse, dès que tu es confronté à un projet très complexe, parfois tu peux avoir le sentiment de ne pas réussir à t'en sortir et tu as besoin de ces petites victoires pour te remettre en selle. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas automatiser les petites tâches, mais il faut laisser de l'autonomie. Moi, je prends souvent l'exemple, quand je rédigeais des offres d'emploi, 29 fois sur 30, c'est l'IA qui le fait, et moi, je continue de le faire 1 fois sur 30 parce que c'est un exercice que j'aime bien faire et qui, en plus, on le sait, là, on a des études, notamment de Microsoft, si on se repose trop sur l'IA, on perd en esprit critique, alors même qu'on a besoin de plus d'esprit critique pour contrôler que l'IA fait bien le travail qu'on lui demande. Je fais un peu plus rapide sur le deuxième risque qui est l'hyperconnexion, surtout qu'on en parlera un petit peu après, mais là aussi, la pente glissante, elle est un peu plus évidente, c'est que si l'IA nous aide sur de plus en plus de tâches, on va être de plus en plus dépendant de l'IA et de plus en plus connecté. Et on sait à quel point l'hyperconnexion a posé des problèmes de santé mentale pendant la période de Covid, où les personnes étaient beaucoup plus connectées en visio et sur tous ces sujets-là. Avec l'IA, on pourrait accentuer très facilement ce risque, et on le voit chez des personnes qui ont déjà le réflexe d'utiliser l'IA pour des choses où ça ne leur fait pas forcément gagner du temps, mais ils ont une perception que peut-être ils ont une réponse à laquelle ils ne s'attendaient pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hyperconnexion, c'est de la dépendance, et c'est aussi une source de risque psychosocial qui n'est pas neutre et contre laquelle on doit déjà lutter en tant que RH. Donc, il faudrait éviter d'ajouter l'IA là-dessus, là où l'IA, au contraire, pourrait décharger et faire des choses sans qu'on ait besoin de se connecter. Elle le fait à notre place avec demain les agents IA. Ça, ce serait une piste de sortie salutaire dont on aurait bien besoin. Pierre-Étienne, je crois que tu en reparles après, donc j'enchaîne avec le risque suivant. Et tu as l'air figé. Je croyais que tu étais très concentré, mais non, pas du tout. Tu peux enchaîner, Pierre. Alors, autre point, c'est la perte de sens. Alors ça, c'est un petit peu plus vicieux, mais pareil, je vais être un peu caricatural pour qu'on le comprenne assez rapidement. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà cette crainte de dire, mais moi, en fait, il y a beaucoup de tâches
qui ont l'air automatisables que je fais. Et en fait, c'est celles que j'estime les plus importantes pour être épanoui. Alors que ces personnes aient raison ou non, parce que c'est juste une question de perception, si on le pousse à l'extrême, si on automatise trop de choses, on va devenir ce qu'on pourrait appeler des presse-boutons. Parce qu'en fait, dans un modèle où on veut optimiser au maximum le travail avec l'automatisation de l'IA, en théorie, ce qui est souhaitable, c'est qu'on automatise un maximum de choses et que l'humain devienne un contrôleur de l'IA. Moi, j'appelle ça le presse-bouton parce qu'en fait, ça veut dire qu'on ne fait plus le travail, on contrôle que l'IA a bien fait notre travail. Ça, sauf là aussi peut-être sur quelques pourcents de la population, mais ça doit être maximum 3-4%, ce n'est pas quelque chose d'épanouissant. Pas sur le moyen terme, peut-être à très court terme, on se dit oh, je gagne énormément de temps, j'ai plus besoin de faire ça, et puis ça n'avait pas trop de sens. Mais dans une vie de travail, très rapidement, il n'y a pas grand monde qui aura envie de faire ça. Et en plus, en parallèle, on commence à avoir ce qu'on appelle une IA qui contrôle l'IA. En anglais, il y en a qui disent que ce sont des LLM as a judge, c'est-à-dire qu'on a des agents qui vont en plus contrôler que l'IA fait bien son travail. Ça ne veut pas dire que ce sera parfait, mais en plus, pour contrôler le travail, l'IA pourrait être relativement pertinente. Donc, il y a un gros danger d'enlever des tâches qui, oui, si elles sont automatisables, donnaient quand même du sens, sans parler des implications indirectes de l'IA, l'impact environnemental de l'IA, les implications éthiques ou autres, qui contribuent aussi au sens qu'on met dans le travail au-delà de son métier, mais en s'investissant dans une entreprise. On pourra y répondre si vous avez quelques questions. On se disait un petit peu plus tôt dans la semaine que l'IA faisait un peu des collaborateurs, des mini-managers qui passaient leur temps à déléguer du travail et à le revoir. Et du coup, en fait, ça rejoint un petit peu le complexe du manager qui fait plus suffisamment d'opérationnel et qui, du coup, perd la main et a l'impression de ne plus contribuer individuellement. En fait, c'est exactement le même phénomène que tu décris où on se dit, en fait, je fais plus que manager des gens qui font. Bah là, en fait, je fais plus que manager une IA qui fait. Et ça peut faire le même genre de dérive, quoi. Je vois que Pierre-Étienne t'es revenu, donc j'ai pris un tout petit peu plus de temps pendant que ta connexion revenait. Je te laisse décrire ce que tu décriras mieux que moi, l'automatisation massive. Ouais, effectivement, sur le sujet de l'automatisation massive, nous on observe, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'entre 25 et 40% des tâches pourraient être automatisées. Et du coup, cette association, elle génère énormément d'incertitude et d'anxiété sur les collaborateurs, parce qu'on se dit, attends, si du jour au lendemain, plus d'un tiers de mon travail peut être supprimé, qu'est-ce que moi je vais faire demain? Et donc cette certitude, elle nécessite, et on le verra plus tard, d'être accompagnée, encadrée, communiquée, pour qu'elle ne génère pas tout ce qui est écrit au-dessus en termes de perte de sens et surtout de perte de motivation, quoi. Ensuite, on a un risque pour l'isolement qu'on constate déjà dans la vie personnelle. À la Pierre-Étienne, je crois que vous avez pas mal d'études avec tout ce que vous faites, mais c'est déjà dans les discussions, notamment de parents de certains enfants, ou dans des clichés qu'ont certains sur les juniors qui arrivent au travail, de dire, mais en fait, il y a plein de sujets, ils discutent avec l'IA plutôt que de demander conseil à un collègue, à un ami ou autre, parce qu'ils se sentent plus en sécurité de dire c'est une machine, donc je peux tout lui livrer. Ce pourquoi probablement il y en a beaucoup qui s'en servent comme psy ou pour partager leur confession intime. Ça, c'est un vrai risque, c'est-à-dire que si on donne trop de valeur à l'IA, même dans des process RH très simples, on met en place un chatbot au sein de l'onboarding pour répondre à tout un tas de questions. Bah, c'est très tentant pour les personnes qui arrivent dans l'entreprise de dire, bon, bah, là, on m'a dit qu'un chatbot pouvait répondre à ce niveau de questions. Je vais systématiquement les poser à l'IA. Et ça enlève la petite intuition qui est que sur certains sujets, il faudrait quand même plutôt poser la question à un manager ou à un RH. Oui, ça prend un peu de temps, mais ce n'est pas parce que l'IA peut y répondre que de temps en temps, on ne se dit pas je vais quand même aller poser la question parce que peut-être que c'est un peu plus compliqué et qu'en discutant avec quelqu'un, il va me faire réaliser que ma question, elle cache autre chose. Je prends un exemple très simple. Je veux passer au 4/5e parce que je deviens proche aidant. Bon, bah oui, un chatbot IA, il peut très bien y répondre sur la procédure de comment tu passes au 4/5e dans l'entreprise. En fait, si tu deviens proche aidant, c'est un sujet beaucoup plus large. Il faut discuter avec un manager, avec un RH. Il ne faut pas juste connaître la procédure. Donc, il peut y avoir ces risques d'isolement qui génèrent de l'anxiété. Il peut aussi y avoir l'effet inverse, où si on arrive à automatiser souvent des tâches qui sont individuelles, ça nous laisse plus de temps pour passer du temps en groupe pour ce qui nécessite du collectif, la créativité, la résolution de problèmes complexes ou autres. Donc là, c'est un risque et une opportunité à la fois. Tu veux compléter sur ce point, Pierre-Étienne ? Ouais, en fait, ce qui est super intéressant, c'est de voir que
aujourd'hui, les générations qui utilisent l'IA pour justement obtenir de l'information en amont d'une conversation, la discussion va se polariser essentiellement sur la prise de cette information, alors même qu'on se rend compte que n'importe quelle conversation va beaucoup plus se focaliser sur le non-verbal. Il y a une étude qui montre que dans le message que je communique, seulement 12% du message va être lié aux mots que j'utilise. Et 88% lié à mon non-verbal et à mon paraverbal. Mon paraverbal étant ma bille, comment, etc. Et mon non-verbal, le ton de ma voix, comment je bouge, etc. Et donc en fait, si on centre n'importe quelle discussion sur, en fait, je vais demander à une intelligence artificielle, la pondération, elle se bascule beaucoup plus sur la partie cognitive, sur la partie le mot que je vais utiliser. Et derrière, moi, je peux avoir des craintes, tout simplement, d'aller voir mon voisin, d'aller voir quelqu'un. Et donc, je m'isole progressivement. Et je vais faire plus court pour les derniers avant que Charlotte nous alerte sur le timing. Vous l'avez compris avec tout ce qu'on vient de dire avec Pierre-Étienne, il y a des enjeux juridiques parce qu'on a OSR, c'est l'acronyme de l'obligation de sécurité de résultat pour celles et ceux qui ont fait du droit social. On est responsable dans la plupart des cas d'une obligation de sécurité physique et psychologique de résultats vis-à-vis des collaborateurs. Donc, si on peut démontrer qu'on n'a pas pris en place toutes les mesures nécessaires et qu'il y a des risques psychosociaux qui sont avérés, l'employeur est responsable. Et au passage, je n'ai pas encore trouvé de super modèle, mais s'il y en a qui m'écoutent et qui ont travaillé dessus, je suis preneur pour en partager. Avec tout ce qu'on vient de se dire, ça veut dire qu'il faut mettre à jour le document unique parce qu'on a déjà intégré une technologie qui peut avoir des conséquences, dont quelques-unes qu'on vient de décrire qui ne sont pas exhaustives. Et donc ça, c'est quelque chose qui nécessite une mise à jour du document unique. Et au passage, j'en profite pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, puisqu'on a déjà des contentieux là-dessus, une information consultation préalable des représentants du personnel, puisqu'on introduit une nouvelle technologie qui est susceptible d'entraîner une mutation, une modification du travail et d'avoir des impacts sur la santé des collaborateurs. Pour faire court, je te laisse, Pierre-Étienne, parler de ce fameux effet d'approbation, là aussi assez vicieux, si tu as encore de la connexion. Bon, on dirait qu'il y a des petits soucis de connexion. Je vais le faire très rapidement, sauf si tu veux le faire toi, Charlotte. Non, vas-y, je rebondirai. En fait, il y en a qui comptent sur l'IA pour avoir des feedbacks, ce qui est un super usage. Moi, je trouve vraiment un usage apprenant. Plutôt que de lui demander de faire à notre place, on fait nous-mêmes et on lui dit « fais-moi des feedbacks sur mon travail, aide-moi à progresser ». En soi, c'est un super usage pour ne pas devenir bête en utilisant l'IA. Au contraire, on continue de progresser. Mais on a un comportement, ça s'explique même d'un point de vue technique, où les IA, elles vont dans le sens de ce qu'on veut. Elles approuvent plus qu'elles ne challenge. Et on a besoin d'humains, du coup, pour avoir des vrais feedbacks pour progresser, plutôt que de s'enfermer dans des erreurs qu'on est en train de faire, qui pourraient nous convaincre qu'on a raison, alors qu'en fait, on est en train de rater un projet, et on le réalise que quand on le confronte à d'autres humains, c'est-à-dire en rendant le projet. Donc ça, c'est pour vous montrer à quel point on est sur une liste qui pourrait être beaucoup plus longue sur tous les risques, et donc il va falloir être vigilant, et si on refait le sondage, on a dit tout ça, c'est là que je pense que ce sera un peu plus équilibré, parce que pour l'instant, c'est ce qui se passe dans les entreprises, on n'a pas beaucoup pris les devants. Il y a des personnes dans le chat qui ont commenté que les RH n'avaient peur de rien, Pierre. Donc, si tu penses que c'est ça qui va les effrayer. Moi, je trouve ça super intéressant, cette note sur l'effet d'approbation. Je pense qu'on l'expérimente tous. Les modèles, ils ont une tonalité qui est hyper approuvante et qui va tout le temps nous dire très bonne question, très bon raisonnement, très bon ajout, etc. Et en fait, quand on se dit qu'aujourd'hui, le rôle de l'IA, ça va être potentiellement de nous aider à déléguer notre travail. Et quand on réfléchit du coup à qu'est-ce qui reste pour les humains dans les organisations, souvent ce qui vient, c'est l'interaction avec d'autres humains de l'organisation pour partager ce qu'ils ont pu faire avec leurs outils IA, en gros, dans une espèce de vision évolutive du travail. Et en fait, de se dire que toutes tes interactions avec des humains, ça va être pour débattre du fond avec des humains, alors que tout le temps d'entraînement, de création de contenu, etc., tu as été hyper approuvé par des modèles qui ont cette tonalité. En fait, ce que ça veut dire aussi, c'est que ça va être beaucoup plus difficile d'entendre la contradiction dans le débat, et ça peut mener à des fortes polarisations, de se dire je comprends pas, en fait, j'avais la meilleure idée, j'arrêtais pas de creuser de plus en plus loin mon sujet, j'étais de plus en plus experte de mon sujet, et puis là, je le présente, et puis quelqu'un n'est pas du tout d'accord avec moi. En fait, pour moi, c'est aussi ça qui est un peu alarmant sur, en fait, si le rôle des humains, c'est d'interagir entre eux sur ce qu'ils ont pu produire avec de l'IA, en fait, il faut quand même qu'ils soient prêts à être contredits, et c'est pas à ça que ça nous prépare, quoi.
Donc, je pense que c'est un effet qu'il faut vraiment surveiller dans les rapports entre les humains dans les organisations. On a retrouvé Pierre-Étienne. L'isolement lié à l'IA est aussi radical que l'isolement lié à la connexion technologique. Excellente transition. Ok, bon, du coup, maintenant, on a passé un peu de temps à se faire un peu peur sur les risques de dérive et d'aggravation des risques psychosociaux à cause de l'IA. On voulait aussi vous partager des évolutions technologiques qui vont permettre de transformer un peu cette IA en opportunité pour faire plus de la prévention sur la santé mentale. Donc, on va passer plutôt du côté positif de cette relation. Alors, sur cette partie, allez, je vais faire un peu plus rapide parce que c'est sûrement plus évident et ce pourquoi les RH avaient d'ailleurs voté dans un sens positif, c'est que l'IA, elle va pouvoir faire plein de choses qui, aujourd'hui, polluent notre emploi du temps, surchargent notre cerveau ou autre. Mais pour que ça marche, si je reprends mon exemple tout à l'heure de la fameuse fiche de poste qu'on essaie de voir, tiens, on regarde l'IA, comment les missions devraient évoluer, en fait, il ne faut plus que le critère, ce soit est-ce que c'est automatisable? Si oui, on l'automatise. C'est d'impliquer les équipes. Alors oui, ça prend un peu de temps, mais c'est comme ça qu'on fait une transformation réussie quand on a une technologie aussi complexe que l'IA. Et de se dire, voilà le potentiel de l'IA et où est-ce que je choisis de l'utiliser et à quels endroits je laisse de l'autonomie pour, même si l'IA peut l'automatiser, de temps en temps, continuer de le faire. Là, si on fait ça avec ces quelques si, alors on peut avoir des postes de travail qui sont allégés ou dont on enlève les tâches qui peuvent générer des risques psychosociaux, soit directement parce qu'on utilise ChatGPT, mais ça marche très bien de manière indirecte pour toutes les personnes qui ont des métiers manuels, parce que les robots progressent incroyablement à la vitesse des IA. Et donc, il y a des kinés, je vous donne un exemple le plus extrême, hein, mais il y a des kinés aux États-Unis dans des centres de soins qui ont des petits robots qui font les mouvements répétitifs qui, jusqu'à présent, donner des troubles musculo-squelettiques au kiné parce qu'on faisait toujours faire le même mouvement. Ça, c'est une petite parenthèse juste pour dire qu'on ne parle pas que des personnes qui utilisent ChatGPT sur un ordinateur. Ça touche tous les métiers qui sont impactés directement et aussi indirectement par l'IA. Donc, quand on fait puisque c'est le travail des RH de dire comment va évoluer le poste au regard de ce qui est automatisable, on insère dans les critères de choix qu'est-ce qui fait que ça va me faire plaisir, j'aurai des moments de respiration et où est-ce que je veux m'enlever de la charge de travail. Et on itère, on ne se dit pas ça y est, c'est le nouveau poste. On se dit on teste pendant 2 mois pour ne pas retomber dans le piège du service client dont je vous ai reparlé tout à l'heure, pour voir toutes les choses contre-intuitives qui sont arrivées en se disant ah ben ça en fait il ne fallait pas l'automatiser ou pas de manière aussi forte parce que c'est en train de dégrader les conditions de travail des équipes. Pour moi, c'est l'apport principal, sans tomber dans le piège de promettre des gains mesurables sur la productivité. Parce que ça, c'est le dernier piège qu'on a. Si on fait ça, on peut se dire, c'est génial, je vais gagner quelques heures par semaine. Sauf que est sortie, il n'y a pas longtemps, une étude du MIT qui dit que, tenez-vous bien, 95% des entreprises n'obtiennent aucun gain mesurable avec l'IA pour l'instant. Il me faudra un peu de temps pour vous l'expliquer, mais globalement, le temps d'appropriation de l'IA et d'évolution des postes font qu'on ne voit pas ces heures gagnées, sauf sur des tâches ou des métiers très, très spécifiques. Et donc, il ne faut pas compter dessus à court terme et surtout pas survaloriser ça en tant que RH en disant vous allez gagner une demi-journée par semaine pour faire d'autres tâches, parce que pour l'instant, ils ne le voient pas. Et donc, ça crée l'effet inverse et ça désengage dans la transformation. Voilà pour moi, en quoi ça peut être un vecteur de meilleures conditions de travail si on ne tombe pas dans les nombreux pièges de l'IA. Je pense qu'on va pouvoir ajouter un peu notre vision en tant qu'éditeur de SaaS avec Pierre-Étienne. Nous, évidemment, quand on pense à l'IA, on voit tout de suite des cas d'usage et la manière dont on a abordé le sujet dans nos entreprises respectives, c'est en proposant des solutions pour aider à prévenir ces RPS dans les outils de travail du quotidien des RH, des collaborateurs, des managers. Donc, on va rentrer un petit peu plus concrètement sur 2 exemples de cas d'usage de l'IA pour la prévention des RPS. Le premier exemple qu'on voulait vous présenter, c'est ce qu'on a développé chez SkillUp. On a développé une fonctionnalité à destination des RH pour les aider à détecter des RPS à partir de l'analyse des entretiens. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça? Déjà, on a utilisé l'IA pour analyser le contenu des entretiens. Et dans notre prompt, en fait, on s'est beaucoup appuyé sur la définition des RPS qui ont été définis dans le rapport GOLAC,
Donc, en fait, on n'a pas cherché à interpréter, on n'a pas demandé à une IA de simplement interpréter les entretiens, mais on a fourni vraiment une définition de comment est-ce que ces RPS se manifestent et comment est-ce qu'ils peuvent se découper. Donc, dans les critères, par exemple, il y a l'intensité du temps de travail, les exigences émotionnelles, le manque d'autonomie, la mauvaise qualité des rapports sociaux, des conflits de valeurs ou l'insécurité dans la situation de travail. Et donc, on va fournir à l'IA, en fait, on a un cadre théorique à lui fournir pour analyser tous ces entretiens. Et on va permettre de calculer un espèce de score de risque, entretien par entretien, au vu de ces critères. On va se dire, est-ce qu'il y a une forme de risque qu'on détecte dans cet entretien? Et avec cette note, on va donner des exemples de verbatim qui nous font penser qu'il pourrait y avoir un risque de surcharge de travail ou un risque de tension dans les relations professionnelles, etc. Et en gros, notre objectif, c'est vraiment de faire émerger on a vraiment créé un petit warning, c'est faire émerger des alertes qui vont attirer l'œil des RH pour les inviter à rentrer dans le détail de l'entretien, à aller regarder si les verbatim les alertent, à regarder si la synthèse de l'entretien leur donne suffisamment de contexte, et sinon à aller lire l'intégralité de l'entretien pour observer plus précisément la situation et décider si pour eux il s'agit vraiment d'une situation qui va nécessiter leur action, de rencontrer le manager, de mettre en place un accompagnement pour le collaborateur, etc. Donc ça, c'est la manière dont nous, on a traité la prévention des risques psychosociaux. Notre objectif, c'était vraiment que cette manne d'informations qu'est la campagne d'entretien puisse servir au RH pour accéder très rapidement à des éléments qui doivent les alerter immédiatement. Aujourd'hui, s'ils voulaient accéder à ces informations, évidemment, il fallait lire l'intégralité des entretiens et c'était globalement... Aucune équipe RH n'a jamais témoigné être capable de le faire. Donc là, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment leur permettre de prioriser un petit peu des entretiens à aller regarder pour vérifier qu'il n'y a pas des situations qui nécessitent leur action. Pierre-Étienne, chez Mocacar, vous avez développé votre propre initiative, plutôt côté collaborateur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait? Oui, avec grand plaisir. Le constat qu'on l'a fait, on l'a communiqué en introduction tout à l'heure. Il y a le premier cas d'usage aujourd'hui sur ChatGPT, c'est des gens qui se servent de l'outil comme étant un psy. La deuxième stat qui nous avait alerté, c'est le fait qu'aujourd'hui, plus de 35% des cadres utilisent l'IA chaque semaine pour préparer un point ou formuler un feedback à leurs collaborateurs. Donc on voit qu'on est en train de travailler sur un usage qui est déjà existant. On n'est pas en train de créer un usage. On est juste en train de le sécuriser. Je vais vous expliquer pourquoi, notamment dans le cadre d'une entreprise. Le premier biais que peut avoir ChatGPT, c'est de créer un isolement. Vous le voyez parfois, on a des conversations à rallonge avec ChatGPT. Donc si on prompte mal, ça peut durer très très longtemps. Le deuxième biais qui peut y avoir, en tout cas la deuxième faiblesse qui peut y avoir très rapidement, c'est le fait de tomber sur des contenus qui sont non validés scientifiquement dans la manière dont ChatGPT va nous répondre. Le troisième biais, qui va être très lié à l'entreprise, va être celui de la transmission d'informations confidentielles de l'entreprise dans les moteurs de ChatGPT, à la fois en termes d'hébergement des données aux US, mais aussi et surtout le fait de mettre des données clients, des données confidentielles de collaborateurs dans le moteur de ChatGPT. Donc avec le petit outil qu'on a appelé Sunny, on a voulu pallier à tous ces biais et notamment permettre en aucun cas en fait de remplacer un psy, c'est pas du tout son objectif. Son objectif va être d'aider au quotidien des collaborateurs et des managers à débloquer des petites situations très concrètes. On vous a noté 2 questions ici, par exemple, comment préparer un feedback difficile à son collaborateur. On a vu que c'était un cas d'usage qui était extrêmement fréquent, ou alors comment mieux exprimer un besoin spécifique dans une équipe. Et donc là, premièrement, ce que va faire Sunny, c'est il va y avoir de l'aide au prompt. Pourquoi? Parce que cette aide, elle va permettre de cadrer le collaborateur ou le manager dans la meilleure manière d'obtenir la réponse qu'il souhaite obtenir. La deuxième chose qu'on va être capable de faire, c'est effectivement de garantir la confidentialité la plus totale de toutes les données, qu'elles soient personnelles ou liées à l'entreprise. Parce que le sous-jacent de Sunny est un serveur spécifique sur Mistral qu'on fait en partenariat avec eux pour vraiment se dire
comment aucune de mes données, que ce soit mes données en tant que collaborateur ou celles de mon entreprise, ne viendrait nourrir un modèle qui soit américain ou européen d'ailleurs, mais en tout cas un modèle externe. Et la troisième chose que Sony permet, c'est d'avoir une complémentarité réelle avec de l'humain. Je m'explique. Il y a plusieurs articles qui sont sortis récemment sur le fait que ChatGPT avait conduit à des situations dramatiques et notamment des suicides dans le cadre de discussions thérapeutiques qui avaient lieu avec l'outil. Comment, lorsqu'une IA est en capacité, celle de Sony par exemple, de remarquer qu'il y a des sujets critiques qui peuvent avoir lieu, comment on peut rebasculer tout de suite vers de l'humain. Donc voilà ce que vient permettre Sony, en fait, d'avoir un soutien immédiat, que ce soutien il soit extrêmement fiable, parce que basé sur de la donnée uniquement créée par Mocha, et parce que ne nourrissant pas des modèles externes. Et dernier point, comment on est sûr de rebasculer vers de l'humain quand il y a un sujet qui le nécessite. Super intéressant. On sent quand même que le champ des possibles en termes d'innovation sur la santé mentale avec l'IA est assez illimité parce qu'il y a énormément de situations où on va pouvoir fournir de l'accompagnement aux collaborateurs, aux managers, aux RH pour du conseil. Il y a quelque chose qui m'a interloqué dans ce que tu as dit, c'est que vous fournissez des aides au prompt. Est-ce que tu peux dire un petit peu ce que vous faites avec Sony pour... est-ce que c'est dans Sony ou est-ce que c'est de la documentation par ailleurs? Qu'est-ce que vous faites exactement? Ouais, typiquement, au sein de Sony, il y aura la possibilité sur des cas d'usage très précis qui sont des cas d'usage récurrents que nous, on observe dans l'usage des membres et des utilisateurs de Mocha. Par exemple, la première question qu'on pose sur ce slide, comment préparer un feedback difficile à son collaborateur, c'est quelque chose qu'on voit très systématiquement, notamment qui est basé sur un bouquin que beaucoup connaissent maintenant qui s'appelle Radical Candor. Il peut y avoir en tout cas une peur de faire un feedback difficile parce qu'on est très empathique. À l'inverse, il peut y avoir des feedbacks agressifs qui sont faits. Et donc, comment justement, quand on sent que les questions qui sont posées sont autour du feedback, on vient proposer des cases sur lesquelles tu peux cliquer en se disant, tiens, en fait là, non, je veux faire un feedback difficile, ou alors je me rends compte que j'ose pas dire quelque chose. Donc vraiment aiguiller la personne derrière pour lui proposer la meilleure situation possible. Ça, c'est ce qu'on va faire. Et la deuxième chose qu'on fait déjà, c'est une capacité à avoir une simulation de ce feedback entre un manager et Sony, que ce soit par de la voix ou par du texte. Typiquement, on dit, une des choses qui aide beaucoup les managers qu'on accompagne aujourd'hui, c'est de se dire, attends, en fait, c'est jamais facile pour personne de faire un feedback difficile. Parfois, il y en a qui arrivent pas à dormir la veille et qui se disent, mais attends, comment je vais le faire? Est-ce que je devrais le faire comme ci, comme ça, etc. Et t'as beau le préparer, c'est jamais facile, notamment pour les jeunes managers. Donc, comment la veille, typiquement avec Sony, tu peux t'entraîner d'un point de vue conversationnel. Et donc, Sony vient se baser sur des méthodologies que nous, on a considérées comme étant valides scientifiquement. Par exemple, la méthodologie DESC pour faire du feedback est extrêmement connue. Et donc, on vient reprendre les propos du manager en lui disant, attends, en fait, là, tu as dit tu tout le temps. Exprime plutôt, par exemple, le jeu, parce que ça vient te générer comme émotion lorsqu'il y a quelque chose que tu souhaites corriger qui est fait. La deuxième chose qu'on va être capable de faire, c'est d'interpréter de façon la plus neutre et la plus objective possible la compréhension potentielle d'un collaborateur par rapport à un feedback. On a beaucoup de managers qui viennent nous dire mais je pensais lui avoir dit que ça n'allait pas. Et en fait, parfois, c'est pas aussi clair que ça. Et donc, Sony, dans cette aide, ce qu'on appelle cette catégorie d'aide au prompt, Sony vient en fait faire une analyse dans la compréhension du feedback qui a été formulé par ce manager une fois qu'il a cliqué sur les cases de je souhaite faire un feedback difficile. Ok, hyper clair. Est-ce que, je pose une question dont je connais un peu la réponse, mais quand on est éditeur de logiciel, on se pose aussi pas mal la question des limites sur ce type de fonctionnalité. On est toujours en train de se demander, quels sont les garde-fous qu'on va devoir mettre, etc. Qu'est-ce que vous avez identifié comme limite et qu'est-ce que vous avez mis comme garde-fou? La première limite, c'est celle que je décrivais tout à l'heure. Je ne vais pas y revenir longuement, sauf s'il y a des questions spécifiques dans la partie Q&A là-dessus, mais c'est la gestion des situations à risque ou des situations critiques. On l'a vu récemment, il y a un article qui est sorti dans Le Monde qui justement montrait des screenshots de conversations avec ChatGPT qui avaient conduit à un suicide. Donc ça c'est une réelle limite, comment on est capable d'avoir une réelle pondération entre ce qui est fait entre de l'humain et une intelligence artificielle et ce qui est fait d'humain à humain
où il y a beaucoup plus encore de garde-fous. Ça, c'est la première limite. La deuxième limite, ça va être tout ce qui va être, comme on se le disait, l'entraînement sur tout ce qui concerne l'intelligence émotionnelle, la capacité à interagir. En fait, ici, encore une fois, ce que vient permettre l'IA, c'est l'accès extrêmement simplifié à une connaissance très précise. Mais comment derrière on est capable de la transmettre, notamment dans un cadre managérial. Donc ça, cette limite, elle est super importante. J'aimais bien l'exemple de Pierre de tout à l'heure, de dire, bah, en fait, une des composantes de mon métier est d'écrire des fiches de poste. Bah, aujourd'hui, je peux en déléguer 29, mais je fais la 30e toujours pour garder cette espèce de réflexe et d'esprit critique. Donc, c'est valable pour l'esprit critique, mais c'est aussi valable pour l'intelligence émotionnelle. C'est la deuxième grosse limite ou garde-fou qu'il faut être capable de mettre. Et encore une fois, toute relation managériale nécessite cette capacité à transmettre des émotions, à les accueillir, à les comprendre. Et la dernière limite sur laquelle il faut travailler de façon extrêmement active, c'est la protection des données confidentielles, qu'elles soient encore une fois personnelles ou liées à l'entreprise. Et quand vous en parlez en off, tout le monde le dit, hein, mais le nombre de personnes qui mettent des données de leurs clients dans ChatGPT, de dire bah tiens mon client a tel sujet, comment je pourrais l'aider au mieux, notamment dans le domaine qu'on accompagne nous beaucoup chez Moka, on a beaucoup de clients dans le domaine du conseil, de la banque d'affaires, de l'audit. Le nombre de consultants, d'auditeurs qui vont stress tester leur stratégie avec ChatGPT, il est énorme. Et en fait, c'est quelque chose qui peut être une bombe à retardement pour le business même de l'entreprise. Donc, c'est ces trois limites que nous, on vient adresser. Je pense que pour adresser les limites que nous, on a considérées, je vais pouvoir répondre à des questions qui sont apparues pendant qu'on faisait la présentation dans le chat. Je pense que sur l'analyse des entretiens, il y a plusieurs garde-fous. Enfin, en fait, on est sur des données qui sont à risque élevé d'après l'IA Act. Donc, en gros, sur les données à risque élevé, notre obligation en tant qu'éditeur, c'est de faire preuve d'un maximum de transparence et de ne jamais prendre de décision à la place de l'utilisateur. Donc, globalement, nous, ce qu'on va faire, c'est expliquer très clairement ce que fait l'IA. Et je vois qu'il y a une question sur quand vous avez identifié un collaborateur comme critique ou un entretien comme critique. En fait, nous, on ne va pas qualifier un collaborateur en situation critique. On va juste dire, nous, on pense qu'il y a un risque sur cet entretien. On invite le RH à venir lire cet entretien et c'est vraiment au RH d'attester si c'est risqué ou pas. Par contre, ce qu'on va faire, c'est pouvoir détecter des verbatims. Et du coup, pour faire ça, on est obligé de faire un scoring, mais c'est plutôt un niveau d'alerte. Et après, moi, j'aime bien parler de potentielles alertes. Donc, plus le score est élevé, plus on a potentiellement une alerte. Mais le fait d'attester qu'il y a une alerte, c'est vraiment, pour moi, le rôle des RH. Et on va surtout jamais faire des recommandations d'action directement au RH sur la base de ces alertes. Aujourd'hui, on considère que utiliser les entretiens pour faire émerger les entretiens à relire en priorité et ensuite laisser les RH s'enquérir de chaque cas collaborateur et déployer un plan d'action, c'est assez primordial. Ça va un peu dans le sens de ce que tu décriais, Pierre, sur le côté je fais gagner du temps sur les tâches à faible valeur ajoutée pour allouer du temps là où c'est le plus important. En tout cas, nous, c'est notre manière de voir les choses. Et on a un certain nombre de garde-fous techniques. Je ne vais pas tous les citer, mais notamment l'anonymisation. Enfin, en fait, on a des couches en fait, qui font du filtre sur les données qu'on échange avec les modèles, etc. On stocke les données en Europe. On fait tout pour être RGPD compliant. Et par ailleurs, en fait, on va aussi avoir dans nos prompts exclure un certain nombre de propos parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait des dérives sur l'usage de l'IA. Et après, on a des garde-fous d'usage où là, on va complètement donner une documentation qui vient avec la feature et qui dit que en fait, cette feature, elle n'a pas vocation à ce qu'on ne lise pas les autres entretiens, qu'elle n'a pas vocation à ce qu'on prenne l'intégralité de ce que l'IA donne pour acquis, etc. Et qui invite du coup les RH à faire preuve d'esprit critique. Et du coup, ça m'amène à une dernière limite qui est l'esprit critique, c'est toujours le sujet avec l'IA. Comment est-ce qu'on ne prend pas ce que l'IA nous donne pour acquis et quels que soient les cas d'usage et quels que soient les contextes, ce sera toujours systématiquement un élément à prendre en compte. Je vois que le temps a pas mal filé. On voulait finir sur quelques éléments un petit peu concrets
pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire en tant que RH pour déployer pour utiliser l'IA dans le cadre de la santé mentale. Je ne sais pas qui joue avec les slides, mais ça bouge pour tout le monde. Donc, quelques conseils pratiques pour créer des bonnes conditions de réussite pour prévenir les RPS avec l'IA. Donc, le premier élément, pour en parler très rapidement, c'est de créer un cadre éthique. Donc, pour créer un cadre éthique pour les RH, pour nous, c'est vraiment le rôle des RH de créer ce cadre. La première chose à faire, c'est de déjà faire un audit des utilisations existantes de l'IA, sans jugement, juste un audit très, très concret de ce qui est aujourd'hui fait dans l'organisation. Prendre connaissance des obligations et des interdictions liées à la RGPD, à l'IA Act, et faire preuve justement de critique sur les systèmes actuels. Donc une fois qu'on a bien référencé ça et qu'on a pris connaissance des différents niveaux de risque et des obligations à appliquer en fonction des niveaux de risque, étudier les systèmes actuels pour voir dans quelle mesure ils sont applicables ou non, et sur cette base, fixer une charte interne d'utilisation. Donc j'en parlais, nous, avec les fonctionnalités qu'on fournit, on donne par exemple des garde-fous d'usage. Pour nous, c'est un petit peu le rôle des équipes qui déploient l'IA dans les organisations, de référencer ces garde-fous d'usage et de faire en sorte que l'intégralité de l'entreprise soit éduquée sur ces sujets. Et le dernier point dans le cadre éthique, c'est de ne pas agir seul et de bien nommer des référents internes pour faire relais de ce cadre. Donc globalement, c'est ce qu'on a vu pas mal sur le sujet de la transformation IA cette semaine. C'est le point de départ pour pouvoir avoir un cadre de réussite pour le déploiement de l'IA. On va peut-être accélérer sur la fin. Pierre, si tu veux nous parler un peu de transparence. Ouais. Je le fais très court. Sur le cadre éthique qui est défini et comment on utilise l'IA, soit dans le travail, soit dans le produit qu'on vend à nos clients. En fait, la transparence, c'est ce qui purge le mieux l'anxiété, même quand c'est pas parfait, quand on admet qu'il y a encore des zones d'ombre, qu'il y a des sujets sur lesquels il faut travailler. Donc ça, c'est un peu évident, mais la vraie transparence, c'est celle que tout le monde comprend. Il ne s'agit pas de partager une doc technique ou autre, mais de s'en emparer. Il commence dans quelques boîtes à y avoir des... je ne sais pas si vous connaissez les Ask Me Anything. Il y a les AI Ask Me Anything, où soit le directeur technique ou la directrice technique, peu importe, quelqu'un qui va dire tiens, pendant 1 heure, je réponds à toutes vos questions sur comment on utilise l'IA pour nous, nos clients, nos adhérents, peu importe, justement pour atteindre la phase de l'explicabilité. Et autre point important qu'on oublie vite sur la transparence, c'est de rappeler, parce que nous, on le sait, RH, mais les salariés ne le savent pas encore, et à cause des médias, le savent encore moins, qu'on ne peut pas prendre des décisions 100% automatisées qui ont un impact sur la carrière du collaborateur. Or, tous les médias disent, il y a même des titres là, sur TF1, que IBM, c'est une IA qui décide des augmentations salariales. Bon, quand on regarde le reportage, on voit qu'en fait, non, ce n'est pas le cas. De toute façon, c'est interdit par la RGPD. Mais ça, il faut aussi l'expliquer aux salariés pour pas qu'ils se disent, mince, il va y avoir des choses qui dépendent plus de moi dans l'évolution de ma carrière et plus d'humains, parce que les RH, ils vont avoir des décisions qui sont prises à leur place. Je pense que c'est un point très important, sans quoi il n'y aura pas de confiance. Et donc, quand il n'y a pas de confiance, il y a un terreau plus favorable au RPS. Et si on veut toujours être rapide, alors sur les nouvelles compétences, ce serait le sujet d'un webinaire à part entier, et de former les équipes à mieux travailler avec l'IA au regard de ce qu'on s'est dit, déjà de les prévenir de tous les pièges dans lesquels ils pourraient tomber à titre individuel. Puissance 10 pour les managers, pour qu'ils apprennent à manager des équipes qui travaillent avec l'IA, et quelques soft skills, et notamment le apprendre à apprendre, l'esprit critique, ou comme dit Luc Julia, réapprendre à douter, me semble extrêmement important pour avoir des conditions de collaboration plus épanouissantes. On va faire très rapidement sur les deux derniers points pour laisser du temps aux questions. L'espace d'écoute et de dialogue qu'on mentionnait avec Pierre et Charlotte, il est extrêmement important et il est très lié à ce que tu disais tout à l'heure, Pierre, sur la dimension de transparence, de Ask Me Anything, en fait, d'avoir des endroits qui sont beaucoup plus proactifs, dans lesquels les collaborateurs peuvent se confier dès qu'il y a une crainte, un questionnement quelconque. Et le dernier point qu'on a trouvé extrêmement intéressant, c'est la notion de dimension stratégique que peut apporter l'IA aux directions RH, notamment un exemple très concret.
c'est dans la fluidification du dialogue social. Pourquoi on dit ça? Parce que Charlotte le mentionnait tout à l'heure, aujourd'hui, on a la capacité, grâce à l'IA, d'avoir beaucoup plus, de fiabilité sur la caractérisation des risques psychosociaux. SkillUp le faisait par exemple dans le cadre d'analyse d'entretien. On peut le faire dans le cadre d'analyse, d'audit RPS, ou de tout autre, facteur de risque. Et ça, en fait, ça permet d'avoir un dialogue social qui est de plus en plus factualisé, pas uniquement sur de la donnée de questionnaires qu'on aurait posés, aux équipes, des enquêtes annuelles ou des choses comme ça, mais vraiment sur de la donnée observatoire qui ressort d'entretiens, d'usage d'outils, et donc d'avoir un dialogue qui est beaucoup plus, fluide parce que basé sur du concret et sur du tangible. Pierre-Étienne, il y a une question, je pense qu'elle s'adressait à l'outil Sony, qui demande: est-ce que l'application se substitue à la formation des managers? Alors non, justement, je réponds de façon très directe. Elle est complémentaire. L'objectif est pas du tout d'avoir une substitution, mais vraiment un complément. Pourquoi je dis ça? Parce que même si on a une capacité, à entraîner en fait des managers justement par de la voix ou par du texte à faire un bon feedback, heu nous par exemple chez Moka, on fait aussi des formations, plus traditionnelles. Pourquoi? Parce que ce qu'on vient rechercher dans n'importe quelle formation ou transmission de compétences, c'est 3 choses. La première, c'est de l'information. Quelle est la bonne manière de faire du feedback? La deuxième, c'est de l'énergie. Qu'est-ce qui, à un moment donné, va me permettre de me mettre en mouvement pour aller faire ce feedback, avoir ce courage managérial dont on parle beaucoup. Et la troisième, c'est de la création de liens. Donc comment, en fait, quand je mets des managers dans une pièce, derrière, ils sont capables d'aller se voir, à la machine à café ou en visio, 3 semaines après en se disant: «Bah, tu te souviens, attends, on avait parlé de ce truc-là, viens, on en reparle. J'ai eu telle thématique dont tu m'avais parlé». Donc c'est ces 3 dimensions, l'IA vient en couvrir globalement qu'une, qui est la dimension très, très cognitive de la chose, comment je fais un bon feedback. Mais derrière, la création de liens entre les managers, qui est extrêmement importante pour une collaboration, saine et productive, dans toutes les équipes, bah, l'IA, on l'a bien vu, que ce soit Sony ou une autre, ne l'adresse pas. Donc vraiment, c'est de débloquer des situations très concrètes du quotidien en complémentarité d'une formation qui vient créer du lien et générer de l'énergie. Très souvent, c'est une bonne formation, quand on sort de la pièce, on se dit: «OK, je suis prêt, j'y vais», et ça donne une énergie, productive. Pour conclure, on va peut-être prendre une dernière question. On avait une question sur les termes qu'on utilise pour identifier et faire remonter des cas de RPS. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'IA passe à côté d'une situation critique, et est-ce qu'il n'y a pas un risque de déresponsabilisation des managers? Je vais prendre cette question comme si elle s'adressait sur la feature SkillUp. Globalement, les termes qu'on utilise pour faire remonter des RPS. Alors, en gros, le cercle, enfin, la littérature qu'on a utilisée pour nourrir notre IA, c'est le rapport Golac. Donc, on s'appuie sur des critères qui ont été définis pour caractériser les RPS. Une fois qu'on fait ça, nous, on ne fournit pas des termes à l'IA qu'elle doit chercher dans les entretiens. Nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt entraîner un modèle avec un très grand nombre de faux entretiens et lui donner des retours en disant: celui-ci, on pense que c'est plutôt un score 1, 2, 3. Et en fait, c'est l'IA qui va déterminer, et c'est l'avantage aussi de l'IA, c'est qu'on n'a pas besoin de lui fournir autant d'input et qu'elle va apprendre. Donc, l'objectif, nous, c'était vraiment qu'on n'ait pas à fournir des termes à aller chercher dans les entretiens, mais que l'IA soit capable d'apprendre au vu du cercle, enfin du socle de littérature, et au vu de l'entraînement qu'on va lui donner et du feedback qu'on va lui donner sur ses propositions, quel est le niveau de risque à mettre en face. Est-ce qu'il y a un risque qu'elle passe à côté d'une situation critique? Oui. Il y a toujours des risques qu'elle passe à côté d'une situation critique. On ne dit pas que l'IA va résoudre l'intégralité. Elle aide à prévenir. C'est hyper important, ça, parce qu'on n'est pas en train de dire grâce à nous, c'est sûr qu'il n'y aura plus aucun problème de santé mentale dans les organisations. On est juste en train de dire, aujourd'hui, il y a un outil qui est l'entretien, dans lequel parfois il y a des signaux faibles, et nous, ce qu'on fait, c'est un truc qui n'existait pas avant, c'est permettre d'utiliser ces contenus pour en détecter et pour les remonter au RH. Mais ce qu'on dit, enfin, on n'est pas en train de dire qu'on va permettre au RH de ne plus rien louper.
c'est sûr. De toute façon, l'IA a toujours une part d'incertitude et ça, il faut qu'on s'habitue à ça. Elle donne des outils, mais elle ne donne pas tout et tout ce qu'elle donne, il faut aussi le critiquer systématiquement. En fait, c'est une couche, ce que tu décris, c'est souvent le bon usage, peu importe le cas RH, c'est une couche supplémentaire. Ce pourquoi beaucoup disent l'IA ne va pas remplacer les RH. La vraie chose qu'il y a derrière ça, c'est de dire en fait, il y a tellement de choses qu'on peut optimiser avec l'IA que l'IA vient nous aider, mais vu qu'elle n'est pas fiable et vu que ce sont des sujets complexes et humains, il faut garder et des RH formés et des managers formés, justement pour éviter les risques de déresponsabilisation. Donc c'est une couche supplémentaire dont on a bien besoin. Mais qui fait que les couches d'en bas restent absolument indispensables. Sinon, même avec des outils d'entretien, si les RH ne savent pas détecter les RPS, c'est la cata. Ça me semble être une très bonne conclusion, Pierre. Merci. C'est la cata, super. Pour cette synthèse. Non, je pense qu'aujourd'hui, on a pu voir qu'effectivement, il y avait plein de choses qui étaient permises, mais qu'il fallait vraiment prendre l'IA avec des pincettes et penser aussi aux impacts que ça peut avoir sur le travail au quotidien et la santé mentale qui en découle. J'espère que cette conférence vous a plu et vous a appris plein de choses. Merci infiniment à Pierre et Pierre-Étienne de s'être joints à nous pour clôturer en beauté cette HR Impact Week. En tout cas, c'était un plaisir d'animer ce webinaire en votre compagnie. Plaisir partagé. Ouais, merci beaucoup.